Alors, jusqu'à maintenant, on a étudié la base suivante. Comme vous pouvez le voir, cette base contient peu de colonnes, ce qui la rend plutôt simple à comprendre et à gérer. Cependant, en fait, qu'est-ce qui se passerait si la base contiendrait plus de colonnes? Là, en fait, effectivement, ça devient plus compliqué, plus volumineux, etc. Donc, ça devient plus compliqué, quoi. Et en fait, figurez-vous que le langage SQL révèle sa réelle utilité, non pas en gérant un petit volume de données à petite échelle, mais à grande échelle, donc un grand volume de données. Ici, par exemple, concrètement, il y aurait en fait un problème avant tout de visibilité. Il y aurait tellement de colonnes en fait et de données qu'il serait beaucoup plus fastidieux de se repérer à travers la base en fait. Cependant, qu'est-ce qu'il advient si on vient par exemple à rassembler nos données en fonction d'un groupe spécifique? Si on fait ça, tout devient beaucoup plus lisible en fait. En fait, ce que l'on vient de faire, c'est de passer d'une table non structurée à une table structurée. Et donc, qu'est-ce que ça fait de faire ce passage? Concrètement, en fait, il y a une utilité liée à la lisibilité et à la facilité de repérage au sein de la table même, hein. Une maniabilité accrue de la table, une rapidité d'exécution et en situation réelle, donc dans une entreprise par exemple. Concrètement, il faut savoir premièrement que le fait de requêter des données, de taper ta ligne de code et puis de rapatrier des données, concrètement, dans une session réelle, ça porte un coût en fait, un coût transactionnel qui est lié en fait au chargement de la donnée. Donc si en fait on est amené à continuellement rappeler l'ensemble de la base de données, toujours dans l'hypothèse où celle-ci est beaucoup plus volumineuse, concrètement en fait ça coûterait beaucoup plus cher que en fait d'appeler en fait uniquement les données dont l'on a besoin. Si on part sur ce modèle, les tables en tant que telles, finalement, en fait, elles sont pas isolées l'une des autres. Elles sont en réalité interdépendantes les unes des autres parce que elles appartiennent à la même base de données, premièrement, et surtout parce qu'en fait, elles partagent en fait un lien logique entre elles. Mais plus généralement, en fait, on parle de relations. Et ce sont en fait ces relations qui vont gouverner l'organisation structurelle de notre base de données, en fait. Ici, par exemple, on repart en fait de la base initiale et en fait, j'ai subdivisé cette première table que l'on a utilisée dans les premiers tutos en trois tables en trois tables thématiques qui vont en fait se connecter à la table principale. Maintenant, on va voir un peu comment ça se traduit dans le code en fait, hein. Donc là, on retourne sur Metabase. Ce que l'on va faire, c'est sélectionner notre base de données. On va sélectionner en fait l'ensemble de la base de données. Et donc là, nous en fait, on n'a pas besoin de tout ça in fine, hein. Moi, je veux juste en fait les émissions et le nom de la commune. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est connecter la table fac DGAECFR à une autre table. On écrit en fait inner join, le nom de la base de données, point le nom de la table. Donc vous pouvez aussi donner un alias à côté. On revient à la ligne, tabulation, on, DL, donc l'alias .location ID, c'est-à-dire la clé primaire de la table, égale gs.location ID. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on va dire en fait que ces deux tables, en fait, elles possèdent des lignes spécifiques qui se connectent les tables entre elles, en fait. Le résultat qui en sort, c'est que la première table est juxtaposée à la deuxième table, donc dim location ID. Moi, je veux juste en fait les émissions et le nom de la commune. Donc là, en fait, on a le nombre d'émissions, la quantité d'émissions et le nom de la commune.